connaissance. Pour une raison très simple, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et ça change tout quand vous y réfléchissez bien, parce que les matières premières ne sont pas infinies. Mais la connaissance est infinie. Si nous basons notre croissance économique sur les matières premières, eh bien, il y a une contradiction mathématique inévitable entre croissance infinie et matières premières finies. Mais si nous basons notre croissance économique sur la connaissance, eh bien, il n'y a plus de contradiction entre croissance et croissance infinie et connaissance qui est infinie aussi. L'économie de la connaissance est très particulière en ce sens qu'elle est régie par des lois différentes de l'économie des matières premières. Ces règles sont très simples. Il y en a 3, 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première règle, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori, quand je vais sortir de cette pièce, je ne serai pas plus bête qu'en y rentrant. Alors que si je vous donnais 20 € à chacun, je serais moins riche. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. La deuxième règle de l'économie de la connaissance, c'est que les échanges ne sont pas instantanés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Transférer 20 € ou 20 millions d'euros, c'est instantané, c'est une signature sur un chèque. En propriété, les transferts de propriété sont instantanés. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, on a du trading haute fréquence, dont la limite légale est la nanoseconde, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire 1 milliard de transactions par seconde. Mais la connaissance, il n'y a pas de trading haute fréquence dans la connaissance. Cette conférence, elle prend du temps. Transférer de la connaissance, ça prend du temps. Je ne peux pas vous donner la physique quantique en 2 minutes. Et la dernière règle est une bonne nouvelle, c'est que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez 20 € et 20 € et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 €. Mais quand vous prenez 1 kilo de connaissances et que vous le réunissez à un autre kilo de connaissances, ça fait 3 kilos de connaissances. Quand vous regroupez 2 connaissances, ça crée systématiquement une tierce connaissance, qui est au pire triviale, mais non nulle, et au mieux révolutionnaire. Eh bien donc le biomimétisme s'inscrit dans ce paradigme de l'économie de la connaissance, et c'est là que je veux que vous voyez vraiment à quel point c'est une révolution sociale, environnementale, avant d'être une révolution technologique. Et le biomimétisme, c'est la science qui dit « la nature est une bibliothèque, lisez-la au lieu de la brûler ». La nature, en fait, elle est high-tech. Ce petit coquillage, il produit une toxine. La muconotoxine, c'est un cône du Pacifique, très dangereux, mais si vous avez des gants, aucun danger, puisque le dard ne pénètre pas un gant de plongée. Ce coquillage, il est vendu à 3 $ sur les marchés parce qu'il est joli. C'est vraiment pour moi la représentation du fait qu'on brûle la nature au lieu de la lire, parce que vraiment, 3 $ le coquillage, c'est une des utilisations les plus débiles qu'on pouvait faire de ce coquillage. Avez-vous une idée du prix de sa toxine au kilo? Sachant que la demande mondiale est supérieure au kilo. 1 kilo d'or, on va prendre ça comme étalon, 1 kilo d'or c'est 30 000 €. 100 000, donc 3 fois l'or. C'est plus. Elle est très utilisée en neurotechnologie, elle permet de faire des neurotechnologies avec un niveau de détail incroyable, donc c'est des nanotech, neurotech, elle est aussi utilisée en neurochirurgie, etc. Très grosse demande mondiale qui ne fait qu'augmenter. Je vous laisse faire le calcul, 800 $ le milligramme. Ça nous fait du 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Ce qui est dingue, c'est qu'on les vend à 3 $ le coquillage. Et il est en voie d'extinction à cause de ça. La crevette menthe religieuse. Alors elle, c'est la crevette de tous les records, quoi. Cette crevette peut vous péter une main ou un bras. Elle est grande comme une langoustine. Il y en a 400 espèces dans le monde. Et vous voyez ici, elle a des petits marteaux là. Un peu comme des marteaux à fruits de mer, pour casser des tourteaux. Et c'est justement ce qu'elle fait. Elle casse des crabes avec. Seulement quand elle envoie son marteau pour casser un crabe, elle lui donne l'accélération d'une balle de fusil d'assaut. Si nous, on était capable d'envoyer une balle de baseball à 1/10 de cette accélération, on la mettrait sur orbite. Ce marteau casse évidemment un aquarium blindé, puisqu'il a l'énergie cinétique, il aura la vélocité finale d'une balle de fusil, mais il a une masse supérieure. Évidemment, si vous l'arrachez, il repousse, parce qu'après tout, pourquoi pas. Cette crevette, quand elle envoie son marteau, il se forme des étincelles sous l'eau. Ça va tellement vite que vous avez des étincelles. Et ces étincelles, on les a mesurées à 22 000 Kelvin, c'est la température à la surface du Soleil. Quand cette crevette envoie ses marteaux, il se forme une bulle d'air autour, qui s'appelle une bulle de supercavitation. La supercavitation a été étudiée au départ par l'armée russe pour faire des torpilles qui peuvent aller à plus de 150 km/h sous l'eau.
Et aujourd'hui, beaucoup plus, paraît-il. Les torpilles Shkval, dont les Russes ont donné la technologie à l'Iran, ce qui serait une des grandes raisons pour lesquelles les Américains n'ont pas déployé de porte-avions trop proches des côtes iraniennes, parce que ces torpilles peuvent sniper un porte-avions. Les Chinois prétendent, avec la technologie de supercavitation, avoir mis au point un sous-marin qui pourrait faire 500 nœuds sous l'eau, en se déplaçant dans une bulle d'air. Et la supercavitation aujourd'hui, le meilleur modèle d'étude que vous avez, c'est cette crevette. Mais c'est pas fini. Cette crevette, ses yeux, parce qu'après tout, si la nature est une bibliothèque, chaque espèce est un livre entier. Moi, je vous ai parlé que du chapitre marteau, mais je peux vous parler du chapitre yeux. Les yeux des chiens ont 2 types de cônes différents pour reconnaître les couleurs. 2 types de cônes. Nous en avons 3. Les chiens sont donc des daltoniens par rapport à nous. Cette crevette en a 16. Ça veut donc dire que nous sommes un tiers d'un tiers de daltoniens par rapport à elle. Elle est très colorée, mais la couleur que nous on voit, ce n'est rien par rapport à celle qu'elle voit. 16 cônes. Les Américains se sont inspirés de ces yeux pour concevoir une caméra qui permet de détecter rapidement les cellules cancéreuses dans les biopsies. C'est une caméra bio-inspirée tirée des yeux de cette crevette. Et les yeux de cette crevette possèdent l'écran solaire le plus efficace connu de l'homme. Les mycosporine-like aminoacides, qui sont des écrans solaires naturels, produits par les espèces pélagiques. Ces écrans solaires sont très intéressants commercialement parce que nos écrans solaires sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux. Et quand on se baigne avec de la crème solaire, eh bien, on détruit les coraux. Si on avait ces écrans solaires, on serait mieux protégé et on ne détruirait pas les coraux. Dans le biomimétisme, un écosystème inexploité, c'est comme une nappe pétrolière. Sauf que, quand vous l'exploitez, vous ne le détruisez pas. Vous prenez le livre, vous en faites une photocopie et vous le remettez en rayon. Et en plus, il y a beaucoup plus d'argent à faire comme ça. Donc c'est juste plus rationnel de faire comme ça. Alors voilà donc la fin de ma présentation sur le biomimétisme. Je vous donne simplement un épilogue pour vous parler de la Blue Economy, qui est l'application du biomimétisme à l'industrie. Et la Blue Economy, c'est une 3e histoire que je ne développerai pas, mais dont je vous donne simplement l'incipit, qui est imaginer un monde sans déchets. Imaginez un monde où la prochaine fois que vous verrez un déchet, il faudra emmener vos enfants au musée. Regarde maman, une canette de croc. C'est fou ça. Ce monde, on sait qu'il n'existe pas aujourd'hui. En fait, il existe, c'est la nature. Quand les feuilles tombent des arbres, on n'organise pas un système de ramassage. Dans la nature, les déchets n'existent pas, parce que la nature produit en cycle. Mais nous produisons en ligne. Et du coup, nous sommes la seule espèce aujourd'hui qui produit des choses dont personne ne veut. Et quelque chose dont personne ne veut, ça s'appelle un déchet. C'est la phrase de Gunther Pauli, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Et si nous faisons comme ça, nous serons non seulement beaucoup plus rentables, mais en plus il n'y aura plus de Tenez, déchets. moi par exemple, je parais bien réel, n'est-ce pas? Oui, mais de nouveaux indices surprenants semblent indiquer que tout, vous et moi, et même l'espace, pourrait être en fait une sorte d'hologramme. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons et ressentons, tout ce que nous appelons notre réalité tridimensionnelle familière, pourrait être une projection d'informations stockées sur une fine surface bidimensionnelle très lointaine. Un peu comme les informations de cet hologramme sont stockées sur cette fine feuille de plastique. Les hologrammes sont quelque chose que nous connaissons tous. Ils sont utilisés comme dispositifs de sécurité sur nos cartes de crédit. Mais l'univers, un hologramme, c'est sans doute la remise en question la plus incroyable jamais proposée de notre vision de l'espace et de la réalité. Et cette idée s'inspire de certains des objets les plus étranges de l'espace, les trous noirs. C'est une vraie rupture et c'est très difficile à appréhender. Les données livrées par les trous noirs indiquent que la réalité est bidimensionnelle, que le monde tridimensionnel est une sorte d'image d'un hologramme situé à la frontière de l'espace. C'est très étrange. Plus jeune, j'aurais pensé que seul un fou pouvait émettre pareille idée. Voici comment on peut se représenter la chose. Imaginez que je prenne mon portefeuille et que je le lance dans un trou noir. Que se passerait-il? Avant,
On pensait que puisque rien, même la lumière, ne peut échapper à la gravité d'un trou noir, mon portefeuille serait perdu à jamais. Mais il semble à présent que c'est peut-être plus compliqué que ça. Récemment, en étudiant les équations mathématiques qui décrivent les trous noirs, on a fait une curieuse découverte. Lorsque mon portefeuille disparaît dans le trou noir, il semble qu'une copie de toutes les informations qu'il contient soit étalée et stockée à la surface du trou noir, un peu comme les données enregistrées dans un ordinateur. Ainsi, au final, mon portefeuille existe en deux endroits. Il y a une version tridimensionnelle qui est perdue à jamais à l'intérieur du trou noir et une version bidimensionnelle qui reste à la surface sous forme d'informations. Le contenu informationnel, tout ce qui est tombé dans le trou noir, peut être intégralement exprimé sur la surface extérieure du trou noir. L'idée est donc qu'on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur, rien qu'en se référant à l'extérieur. En théorie, je pourrais utiliser les informations qui sont à l'extérieur du trou noir pour reconstituer mon portefeuille. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant. L'espace à l'intérieur d'un trou noir obéit aux mêmes règles que l'espace à l'extérieur d'un trou noir ou partout ailleurs. Donc, si on peut décrire un objet situé à l'intérieur d'un trou noir grâce aux informations stockées à la surface, il se pourrait que tout dans l'univers, les galaxies, les étoiles, vous et moi, et même l'espace, ne soit qu'une projection des informations stockées sur une lointaine surface bidimensionnelle qui nous entoure. Autrement dit, ce que nous prenons pour la réalité pourrait être une sorte d'hologramme. Le monde tridimensionnel est-il une illusion? De la même façon qu'un hologramme est une illusion? Peut-être. Je suis enclin à penser que oui, que le monde tridimensionnel est une sorte d'illusion et que la vraie réalité est la réalité bidimensionnelle à la surface de l'univers. Cette idée est si nouvelle que les physiciens en sont encore à essayer de la comprendre. Mais si elle est exacte, de même que Newton et Einstein ont transformé notre vision de l'espace, nous pourrions être à l'aube d'une révolution encore plus extraordinaire. Pour un élément aussi essentiel de notre vie quotidienne, il est partout autour de nous, mais nous sommes encore loin d'avoir découvert sa véritable identité. Dans les traditions orientales anciennes, on comprend que tout est vibration depuis des millénaires. Nada Brahma, l'univers est son. Nada signifie son ou vibration, et Brahma est le nom qui se réfère à Dieu. Brahma est l'univers et est le créateur en même temps. L'artiste est indissociable de l'art. Il est écrit dans les Upanishads, une des plus vieilles traces humaines en Inde ancienne, que Brahma, le créateur, assis sur un lotus, ouvre les yeux et un monde surgit. Brahma ferme les yeux et un monde s'éteint. Les mystiques, les yogis et les prophètes anciens soutinrent qu'un champ existe à la base de la conscience. Le champ akashique ou les annales akashiques, où toutes les informations, toutes les expériences passées, présentes et futures existent dans ce moment et pour l'éternité. Il s'agit du champ ou de la matrice dont toute chose surgit, des particules subatomiques aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et à toute vie. On ne perçoit jamais rien dans son entièreté
car tout est constitué de couches superposées de vibrations qui changent sans cesse, échangeant des informations avec Akasha. Un arbre puise dans le soleil, l'air, la pluie, la terre. Un monde d'énergie entre et sort de cette chose qu'on appelle un arbre. C'est quand l'esprit est au repos qu'on voit la réalité telle qu'elle est. Tous les aspects ensemble. L'arbre et le ciel et la terre, la pluie et les étoiles ne sont pas dissociés. La vie et la mort, soi et l'autre, ne sont pas dissociés, tout comme la montagne et la vallée sont indissociables. Dans les traditions des Indiens d'Amérique et autres traditions indigènes, il est dit que chaque chose a un esprit, ce qui revient à dire que tout est relié à la source vibratoire. Il y a une conscience, un champ, une force qui se déplace à travers tout. Ce champ ne se produit pas autour de vous, il se produit en vous et en tant que vous. Au réveil, après un rêve, vous vous rendez compte que tout dans ce rêve était vous. C'est vous qui le créiez. La soi-disant vie réelle n'est pas différente. On est chacun et chaque chose. La conscience qui regarde par chaque œil, sous chaque pierre, dans chaque particule. Les chercheurs internationaux du CERN, le laboratoire européen pour la physique des particules, recherchent ce champ qui se prolonge en toutes choses. Mais au lieu de regarder à l'intérieur, ils examinent le monde physique extérieur. Les chercheurs du laboratoire CERN à Genève, en Suisse, ont annoncé avoir trouvé le boson de Higgs ou la particule de Dieu. Les expériences du boson de Higgs prouvent scientifiquement qu'un champ énergétique invisible occupe le vide spatial. Le grand collisionneur d'hadrons du CERN consiste en un anneau d'environ 26 km de circonférence dans lequel deux faisceaux de particules sont accélérés dans des directions opposées pour ensuite converger et entrer en collision presque à la vitesse de la lumière. Des scientifiques observent les résultats de ces violentes collisions. Le modèle standard ne peut pas tenir compte de la manière dont les particules accumulent leur masse. Tout semble être fait de vibrations, mais rien ne vibre. C'est comme s'il y avait un danseur invisible, une ombre qui danse cachée dans la vallée de l'univers. Tous les autres danseurs ont toujours dansé autour de ce danseur caché. On a observé la chorégraphie de cette danse, mais jusqu'ici, on n'a pas aperçu le danseur. La soi-disant particule de Dieu, les propriétés de la base matérielle de l'univers, le cœur de la matière qui tiendrait compte de la masse et de l'énergie inexpliquée entraînant l'expansion de l'univers. Mais loin d'expliquer la nature de l'univers, la découverte du boson de Higgs ne présente qu'un mystère encore plus profond, révélant un univers encore plus mystérieux qu'on ne l'avait jamais imaginé. La science s'approche du seuil entre la conscience et la matière. L'œil avec lequel on regarde le champ originel et l'œil avec lequel le champ nous regarde est un seul et même œil. Le brillant écrivain allemand Wolfgang von Goethe déclara « L'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde. » La cymatique est l'étude du son visible.
Le mot cymatique vient de la racine du mot grec cyma, qui signifie onde ou vibration. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue, ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni, ou la cymatique, est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Dans la langue des Incas, le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne, le mot se référant à l'être humain est Alpa Kamasca, ce qui signifie littéralement « terre animée ». Dans la Kabbale, ou le mysticisme juif, on parle du nom divin de Dieu. On ne peut pas dire le nom, on ne peut pas le dire car c'est une vibration omniprésente. Tous les mots,
tout est matière. Tout est le mot sacré. Le tétraèdre est la forme géométrique tridimensionnelle la plus simple qui soit. Il faut au moins 4 points pour qu'une chose soit une réalité physique. La structure du triangle est le seul modèle autostabilisant de la nature. Dans l'Ancien Testament, on utilisait souvent le mot tétragramme pour représenter une certaine manifestation de Dieu. On l'utilisait pour se référer au mot de Dieu ou au nom spécial de Dieu, au logos ou au mot originel. Les anciennes civilisations savaient que la forme tétraédrique se trouvait dans la structure de base de l'univers. Au-delà de cette forme, la nature présente une pulsion fondamentale vers l'équilibre, Shiva. En même temps qu'elle présente une pulsion fondamentale vers le changement, Shakti. En général, dans la Bible, on lit dans l'évangile de Jean « Au commencement était la parole ». Mais logos était le mot utilisé dans le texte original. Le philosophe grec Héraclès, qui vécut approximativement 500 ans avant Jésus-Christ, fit référence au logos comme à quelque chose de fondamentalement inconnaissable. L'origine de toute répétition, de tout modèle et de toute forme. Les philosophes stoïques, suivant les enseignements d'Héraclès, identifièrent le terme au principe divin animé qui se propage dans l'univers. Dans le soufisme, le logos est partout et dans toute chose. C'est par cela que le non-évident devient évident. Dans la tradition hindoue, Shiva Natarja signifie littéralement « Seigneur de la danse ». Le cosmos entier danse au son du tambour de Shiva. Tout est empreint d'eux ou âme animée par cette pulsation. Le monde ne peut continuer à évoluer et à changer qu'à la condition que Shiva danse, sans quoi il retombera dans le vide. Alors que Shiva est représentatif aux yeux de notre conscience qui témoigne, Shakti est la substance ou la chose du monde. Alors que Shiva médite, allongé, Shakti tente de le faire bouger et de le faire danser. À l'instar du yin et du yang, le danseur et la danse ne font qu'un. Le logos signifie aussi vérité non dissimulée. Celui qui connaît le logos connaît la vérité. Il y a de nombreuses couches de dissimulation dans le monde humain, alors qu'Akasha est enchevêtré dans des structures complexes qui empêchent de voir la source elle-même. Comme un jeu de cache-cache divin, on se cache depuis des millénaires en finissant par oublier le jeu complètement. D'une certaine manière, on a oublié qu'il y a quelque chose à trouver.